Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Programme Simandou 2040. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dans sa feuille d'audience de ce mercredi, reçu le PDG de Waptek dans le cadre de la fourniture de locomotives destinées aux 10 projets. Il a par la même occasion exprimé sa satisfaction quant aux avancées constatées dans sa mise en œuvre. Inauguration des piscines aquapark du jardin du 2 octobre. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Cette infrastructure réalisée par le gouvernorat de la ville de Conakry vient répondre à l'une des sollicitations des enfants de Guinée. Dépenses fiscales 2023, plus de 3 400 milliards sont alloués aux populations par l'État guinéen grâce au travail abattu par le ministère du Budget à travers le Bureau de stratégie et de développement. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Vers l'opérationnalisation de la compagnie du Trans-Guinéen, le chef de l'État a ce mardi reçu le PDG de Waptek, Raphaël Santana, dans le cadre de la fourniture de locomotives destinées au projet Simandou. Le général Mamadi Doumbouya a exprimé sa satisfaction quant aux nouvelles avancées constatées dans la mise en œuvre du dit projet, soulignant ainsi l'importance de ce partenariat gagnant-gagnant. Oumar Bari était présent à la rencontre. Voici son compte rendu. Un pas décisif vers la matérialisation du méga-projet Simandou a été franchi ce mardi 28 janvier 2025 avec la signature d'un contrat d'acquisition entre la société Waptek et Winning Consortium Simandou pour les blocs 1 et 2. Ce contrat porte sur la fourniture du second lot de locomotives au compte de la compagnie du Trans-Guinéen CTG. Suite à cet événement majeur, le PDG de Waptek, Raphaël Santana, a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans un cadre formel marqué par des échanges fructueux. L'audience s'est tenue en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, ainsi que du ministre des Mines et de la Géologie Bounasila. Le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a salué la signature de cet accord stratégique pour la fourniture des locomotives. Le président de la République a aussi exprimé sa satisfaction quant à cette nouvelle avancée dans la mise en œuvre du projet Simandou, soulignant l'importance de ce partenariat avec Waptek pour l'optimisation du transport ferroviaire des personnes et de leurs biens, ainsi que l'acheminement du minerai. Le chef de l'État a également félicité le comité stratégique de Simandou et tous les partenaires impliqués pour leur rôle clé dans l'atteinte des objectifs du projet, conformément à sa vision de développer le pays de manière durable et responsable. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à faire de la Guinée un modèle de développement socio-économique en Afrique. Pour le général Mamadi Doumbouya, la Guinée ne doit plus être seulement un pays riche en ressources naturelles, mais un pays de destination où les richesses profitent d'abord au peuple souverain de Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a aussi et surtout salué l'engagement de la communauté internationale pour la concrétisation du projet Simandou, notamment le soutien des États-Unis, ce qui témoigne de la solidarité internationale autour de cette initiative d'envergure. De son côté, le PDG de Waptek, Raphaël Santana, a réaffirmé l'engagement de son entreprise à respecter les termes du contrat pour la fourniture des locomotives essentielles à l'exploitation du projet Simandou. Le PDG a également salué la coopération exemplaire entre Waptek et les partenaires miniers, à savoir Winning Consortium Simandou, Baou et Rio Tinto Simfer, tous réunis au sein de la compagnie du Trans-Guinéen CTG, soulignant l'importance de la synergie entre les différents acteurs pour garantir la réussite du gigantesque et ambitieux projet Simandou. Il a principalement assuré au chef de l'État de la création d'un centre de formation en Guinée consacré à la maintenance des locomotives, ce qui permettra un transfert de compétences et de technologies en accord avec l'objectif de promouvoir le contenu local. C'est un véritable honneur pour moi d'être reçu par le président de la République et de faire partie du programme visionnaire du chef de l'État, le programme Simandou 2040. Au nom de Waptek, je m'engage à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du méga-projet Simandou.
Les contrats signés pour l'acquisition des locomotives avec nos partenaires industriels ne sont que le début d'une série d'actions concrètes. Les locomotives arriveront d'ici la fin de 2025 et nous mettrons tout en œuvre pour former une main-d'œuvre qualifiée, notamment pour la maintenance des rails et des locomotives, dans le but d'assurer un transfert de compétences et de technologies en accord avec nos engagements concernant le contenu local. Dans le cadre de la formation des jeunes, nous allons mettre en place un centre de formation dédié à l'utilisation et à la maintenance des locomotives, à court, moyen et long terme. Nous sommes donc pleinement engagés dans ce partenariat stratégique entre la Guinée et les États-Unis. Les business des États-Unis, ça renforce nos liens bilatéraux, mais aussi les liens pour l'innovation, l'ingénierie et la capacité des Guinéens pour développer la Guinée et l'avenir de la Guinée pour les Guinéens. La vision de Simandou 2040, c'est très important pour cette vision ambitieuse pour mettre la Guinée au centre de commerce, de développement, la durabilité économique. Ça, c'est la vision de Simandou de 2040 et nous aussi, nous sommes là-dedans. À l'issue de l'audience, le ministre directeur du cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a salué les progrès réalisés dans le cadre du projet Simandou. La signature de ces différents contrats, le lot 1 que nous avons signé en marge de la célébration de l'Andé de la compagnie du Transguinéen, le train dédié au business de Rio Tinto et ses partenaires. Cette nouvelle signature vient clôturer une bonne partie de l'opérationnalisation de la compagnie du Transguinéen, notamment les locomotives qui vont rouler sur les rails de plus de 650 km. Pour nous, ce jour est encore une fois l'illustration de la confiance que la communauté internationale et le monde entier portent au chef de l'État, portent à la Guinée, portent aux dignes filles et dignes fils de ce pays qui travaillent à côté du chef de l'État pour amorcer un processus de développement socio-économique durable. Ce contrat, pour nous, c'est aussi la garantie des emplois en Guinée, mais aux États-Unis, pour au moins les 30 prochaines années. Ce contrat est le symbole de la garantie aussi de business en Guinée et aux États-Unis. Le PDG de Waptec illustrait ses engagements tout à l'heure sur la mise en place d'un centre de formation, mais également des opportunités, parce qu'il faudra maintenir ces trains, il faudra changer les pièces, il faudra avoir aussi l'expertise, mais c'est aussi la garantie de l'éducation, de la formation. Nous pensons que c'est aussi un symbole fort entre le renforcement des relations économiques durables et responsables entre la Guinée et les États-Unis dans un esprit gagnant-gagnant. Grâce à l'engagement de ses partenaires internationaux et à la détermination du comité stratégique de Simandou, sous le magistère de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée se positionne résolument sur la voie de la prospérité durable avec l'espoir d'offrir à ses générations futures un avenir radieux. Le projet Simandou s'annonce comme le socle majeur de cette transformation. 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au MVS. La rencontre est présidée par le Premier ministre. Cette cérémonie qui se tiendra du 30 au 31 janvier 2025 vise à présenter le rapport global des activités issues des réunions préparatoires des experts tenues les 27, 28 et 29 janvier 2025 à Dikamara. C'est l'ouverture des travaux de la 17e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal, le MVS. La session aborde déjà des sujets techniques
liés à la coopération régionale de développement durable dans le bassin du fleuve Sénégal. Et un autre volet de la session est dédié aux questions financières et au budget 2025 du Haut-Commissariat. La mise en œuvre de la stratégie de navigation rapide sur le fleuve Sénégal progresse de manière satisfaisante avec la disponibilité effective des premiers financements nécessaires à sa réalisation. Concernant le barrage hydroélectrique de Gourbassi, nos efforts de mobilisation de financement ont abouti à des réalisations concrètes auprès du groupe de coordination arabe. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, a marqué son accord et son engagement avec une contribution de 100 millions de dollars américains. Le Fonds saoudien pour le développement, le FSD, suite à sa récente mission d'évaluation à Dakar, a confirmé également sa participation au schéma de financement. Et le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, a également manifesté un vif intérêt, complétant ainsi le dispositif de financement nécessaire à la réalisation de cet ouvrage stratégique. La commission des experts et autres acteurs mettent en branle tous les mécanismes qui favorisent la réalisation des projets en cours, comme les barrages hydroélectriques de Koukountamba, de Gourbassi et le projet de navigation sur le fleuve Sénégal. La session qui s'ouvre aujourd'hui est une occasion privilégiée pour examiner les avancées réalisées, identifier les défis à relever et définir les orientations futures de notre organisation. En effet, lors de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, les plus hautes autorités de nos pays avaient donné des orientations claires pour accélérer le processus de financement pour les projets structurants de l'OMVS. Ces projets comprennent notamment la navigation, les aménagements hydro-agricoles, le renforcement du potentiel énergétique, l'accès à l'eau potable et le développement des activités visant la sécurité alimentaire. Dans un contexte mondial marqué par une crise multidimensionnelle où se conjuguent les mutations climatiques, les tensions géopolitiques et les vulnérabilités économiques, le MVS demeure un levier stratégique dont la pertinence ne cesse de se renforcer. En maintenant une gouvernance solidaire et proactive, nous avons su préserver la stabilité de notre espace commun, évitant ainsi les antagonismes que connaissent d'autres régions soumises aux mêmes impératifs de gestion des ressources. La menace climatique n'est plus une abstraction théorique, mais une réalité tangible qui redéfinit les équilibres hydriques et énergétiques de nos sous-régions. La rareté croissante des précipitations, l'érosion accélérée de nos terres de source et la déforestation rampante du massif du Fouta sont autant de signaux alarmants qui exigent de nous une réponse stratégique et concertée. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, cette organisation contribue efficacement à promouvoir le développement socio-économique de nos pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que la Guinée, où tous les fleuves de l'Ouest africain prennent leur source, assume et assumera toute sa responsabilité à l'égard de cette partie du continent. Les fleuves, l'eau constituent les vecteurs essentiels du rapprochement et d'une commune histoire et de culture entre des populations depuis des siècles et des siècles. C'est autour de l'eau que se sont bâtis les empires. C'est autour de l'eau que nous bâtirons l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle la question du barrage de Koukountamba est une priorité pour la République de Guinée. Nous saluons également les efforts de l'équipe du Haut-Commissariat pour relancer et activer les constructions des micro-barrages sur certains de nos fleuves. C'est important d'assurer la décentralisation de nos ouvrages pour que chaque population se sente concernée, impliquée et bénéficiaire des investissements qui sont en cours. Aussi, j'ai l'honneur de vous dire que pour la préservation de ce massif autour duquel gravitent toutes ces populations de nos pays, nous avons décidé
de mettre en œuvre les dynamiques de l'inscription du massif du Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très important pour nous tous. La préservation de ce massif et de son bassin est structurant pour préserver l'avenir pour des décennies et des décennies, voire des siècles, de cet espace africain qui est dans un contexte très troublé. Et cela participera à la restauration de la stabilité, parce qu'autour des fleuves, des activités économiques qui impacteront positivement les populations, les amèneront à combattre efficacement la pauvreté et par conséquent à renforcer les cohésions et le vivre ensemble pour que notre espace soit une zone de prospérité et de paix. Ces travaux, animés par les experts de haut niveau, devraient permettre de renforcer les acquis tout en ouvrant de nouvelles perspectives en vue de viabiliser et de pérenniser des projets en cours de réalisation et à venir. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre a présidé la cérémonie relative à la fin de la trypanosomiase humaine africaine en Guinée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, célébrée sous le thème « Unissons-nous, agissons, éliminons les MTN ». Cette journée vise à mobiliser des efforts tant nationaux qu'internationaux afin de coordonner les actions de lutte. Ousmane Bangoura nous en dit davantage. Le 30 janvier de chaque année, l'humanité se mobilise pour faire face aux maladies tropicales négligées. En Guinée, avec les efforts du gouvernement et ses partenaires, d'énormes résultats ont été enregistrés dans la croisade contre ces pathologies. La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil a été éliminée grâce aux efforts conjugués des acteurs. Célébrée sous le thème « Unissons-nous, agissons, éliminons ». La certification de l'élimination de la maladie en Guinée a connu la présence de plusieurs invités venus à travers le monde. Les responsables du système de santé se réjouissent de cet exploit. La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil, nous le savons tous, est une infection parasitaire qui se manifeste par des symptômes initiaux comme la fièvre et des maux de tête, puis évolue vers des troubles neurologiques graves tels que des perturbations du sommeil et des changements de comportement pouvant entraîner la mort sans traitement. Les impacts sont à la fois sanitaires et socio-économiques. La maladie affecte gravement la santé des individus, réduit la productivité des communautés rurales et alourdit le fardeau des systèmes de santé. Cette journée, des messages forts ont retenu l'attention de l'assistance avec l'élimination de la première maladie tropicale dans le pays. Les partenaires au développement, convaincus de l'engagement des autorités du pays, rassurent à intensifier davantage les efforts de synergie d'action afin de finir avec ces maladies. La Guinée a réussi à réduire le nombre de cas de cette maladie en dessous du seuil de 1 cas pour 10 000 habitants fixé par l'OMS dans toutes les zones endémiques. Le parcours de la Guinée vers cette étape importante a été long et difficile. L'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 ayant considérablement perturbé les efforts déployés par le pays pour éliminer la maladie. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux pays de la région africaine que bien que la maladie du sommeil demeure un problème majeur de santé publique, son élimination est possible. C'est une affaire de souveraineté guinéenne et je crois que c'est une leçon pour toute l'Afrique que vous adressez aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Ça offre l'exemple d'une réussite africaine pour d'autres maladies, mais aussi pour d'autres pays. Et il faut continuer les efforts puisque l'objectif est quand même d'atteindre les 0 malades en 2030 et nous nous y emploierons à vos côtés pour que cette histoire guinéenne transforme ce magnifique essai. Ce rendez-vous sous-régional de Conakry se veut des soins de qualité disponibles pour les personnes touchées par ces maladies dans l'ensemble du pays. Occasion
pour le Premier ministre Amadou Ouriba d'insister sur la nécessité de soutenir le succès collectif porté par l'engagement national. La question, disons, de la santé publique, de la lutte contre les épidémies, au-delà d'une question spécifiquement nationale, est devenue une question régionale, internationale, voire même mondiale. D'où la nécessité d'être très rigoureux et d'accentuer les efforts. Au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya, nous nous félicitons de cette reconnaissance de l'OMS, du fait que nous avons réussi à l'élimination de la maladie du sommeil. Et dans quelque temps, nous nous fixerons des objectifs pour que toutes les maladies tropicales négligées puissent être radicalement et irrémédiablement éliminées de la République de Guinée. Cette 6e journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, couplée à l'élimination définitive de la maladie du sommeil, qui regroupe d'éminents experts en santé venus de la France, du Royaume-Uni, Espagne et États-Unis, est le résultat de plusieurs années de lutte menées par le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. L'actualité, c'est aussi ce retour des 125 jeunes Guinéens qui étaient bloqués dans le désert d'Assamaka au Niger et qui avaient fait une vidéo de SOS rapatriement adressée au chef de l'État. Ainsi, le général Mamadi Doumbouya a instruit le ministre des Affaires étrangères de les ramener au pays, ce qui dénote sa volonté d'être au service de tous les Guinéens, où qu'ils soient. N'est-ce pas, Makemedonzo? Tout est parti d'un cri de cœur lancé par nos compatriotes bloqués dans le désert. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux les montre s'adressant directement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le suppliant de les aider à retourner au bercail. Je salue le président Mamadi Doumbouya. Nous sommes nombreux ici, des Guinéens refoulés d'Algérie. On ne boit pas bien, on ne mange pas bien. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour solliciter l'aide de notre papa, le président Mamadi Doumbouya. Fidel Lama était également dans le désert, joignant sa voix à celle de son compère Mamadou Bari. Lui aussi explique les vicissitudes de leur aventure ambiguë. Je salue toute la Guinée. Nous souffrons beaucoup ici, nous souffrons énormément. C'est pour cela que nous faisons cette vidéo, pour que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, voit la souffrance de ses enfants et qu'il vienne nous sauver. Fidel Lama a cru en la promesse du chef de l'État de rapatrier le groupe. Lui et ses amis ont été extirpés du désert d'Assamaka pour Conakry. Au bas de la passerelle pour les accueillir se trouve comme d'habitude le ministre des Affaires étrangères. Les conditions n'étaient pas vraiment favorables. On dormait, je ne sais pas comment on dit, ce n'est pas un endroit où les humains peuvent dormir. La nourriture qu'on mangeait, ce n'est pas une nourriture qu'on peut donner à un humain. Mais on était obligé de manger parce qu'on n'avait pas les moyens. On a lancé la vidéo pour demander un appel au gouvernement guinéen et il a répondu favorablement. Ça me va droit au cœur. Dans ce groupe de 125 personnes se trouvent 6 femmes et 4 enfants. Des visages de souffrance baignés des larmes de joie. J'avais refait à l'Algérie, là-bas, jusqu'à Assamaka. Marcher 15 km avec mon bébé. J'avais trop souffert avec les autres enfants aussi, avec les autres bébés. Donc, je n'encourage pas à des femmes, à des jeunes, à mon frère. Je n'ai qu'à rester ici. Il y a tout chez nous ici. Moi, actuellement, je suis découragée. Comment je suis sortie de mon pays? Je suis découragée. On a trop souffert du pays Maghreb. On a trop souffert. Donc, je n'encourage pas notre frère et notre soeur. On n'a qu'à rester chez nous. Il y a tout chez nous. Et il y a liberté chez nous aussi. Je n'encourage pas
notre frère n'a qu'à partir en aventure, il a tout chez nous ici. Donc je remercie le monsieur le ministre avec le président de Mamadi Doumbouya. Je le remercie beaucoup. Nous avons été mandatés par le chef de l'État. Nous avons vu votre vidéo. C'est le président qui a vu votre vidéo. Et il nous a demandé d'aller vous chercher. Moi, je n'ai plus rien à dire. Vous-même, vous l'avez dit. Vous êtes allé voir là-bas. Et vous êtes chez vous. Entre la Guinée et dehors, qu'est-ce qui est bien? 224. Ah ouais, 224. Vous avez un homme à la tête de 224 qui s'appelle Général Mamadi Doumbouya. Vous avez l'homme 224 qui nous dit les routes sont importantes pour moi, le courant est important pour moi, l'eau c'est important pour moi, mais le plus important pour moi ce sont les Guinéens. Et je n'accepte pas que les Guinéens souffrent. Allez les chercher. Donc vous êtes chez vous. C'est vous qui savez maintenant si quelqu'un d'autre peut vous tromper. Vous devenez les professeurs des autres. Bienvenue à la maison. Selon les chiffres actuellement disponibles à la Direction générale des Guinéens établis à l'étranger, plus de 1000 compatriotes bloqués dans le désert du Niger sont concernés par ce programme de rapatriement. Le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a instruit son ministre Dr Maurice Anda Kouyaté de maintenir le pont aérien pour permettre aux Guinéens, où qu'ils soient, de pouvoir retourner au bercail s'ils le désirent. À présent, ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce vendredi 31 janvier 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur les délibérations autour des conventions et accords ci-après. L'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet de réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Beila, Koubia et Fria, signé le 9 août 2024 pour un montant de 28 400 000 $. Le contrat de crédit acheteur numéro 3 entre la République de Guinée et BPI France SA relatif au financement de l'installation d'un système de surveillance aérienne à l'aéroport de Conakry, signé le 1er octobre 2024 pour un montant de 39 millions $. La convention de concession entre la République de Guinée et la société Kama SA et Andritz Hydro relative au développement de la microcentrale hydroélectrique de Keno d'une puissance de 7.2 MW dans la préfecture de Guékédou, signé le 14 mars 2021, et le contrat d'achat d'énergie entre la République de Guinée et la société Kama SA et Andritz Hydro relatif au développement de la microcentrale hydroélectrique de Keno à but multiple, signé le 14 mars 2024. La demande de modification et de correction de la loi L 2024-10 CNT du 24 mai 2024 portant autorisation de ratification de la convention cadre de crédit entre la République de Guinée et la société BPI France SA pour la construction de 4 hôpitaux régionaux. Sont conviés à prendre part à cette plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, les membres du gouvernement, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets,
Le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielle, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry le 30 janvier 2025, Dr Dansa Koroma. Deuxième grand titre de cette édition, inauguration des piscines aquaparks du Jardin 2 octobre. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Cette infrastructure réalisée par le gouvernorat de la ville de Conakry, à sa tête la générale Mahawa Silla, vient répondre à l'une des sollicitations des enfants de Guinée quant à l'aménagement des espaces de jeu. Des membres du CNRD et membres du gouvernement ont répondu. Président Moussa Bangoura pour plus de précisions. Le premier aquapark de la ville de Conakry, réalisé au jardin du 2 octobre, est ouvert au grand public, renfermant 4 piscines, dont 2 avec toboggan. Ce complexe servira désormais de haut lieu de loisirs et de divertissement des enfants. C'est un projet du gouvernement de Conakry. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République et son gouvernement CNRD de me confier un rôle important dans leur programme de développement de notre pays. Et cela m'a permis, avec tous les membres du cabinet et le personnel du gouvernorat, à réaliser ce que vous venez de voir et qu'on a inauguré aujourd'hui. Vouloir faire ça en haute banlieue, c'est vraiment aider la population guinéenne, comme l'a prôné le président de la République, le bonheur des Guinéens. Tous les enfants sont contents. Nous avons maintenant un espace où jouer, où nous amuser et répondre à tous nos besoins. On remercie la gouverneure de la ville de Conakry et cette initiative présidentielle et on espère qu'il y aura d'autres jardins d'enfants dans d'autres localités de la République de Guinée. En compagnie de quelques membres du gouvernement et les membres du CNRD, le Premier ministre, chef du gouvernement, apprécie la qualité des travaux. En plus de ce parc d'attractions, autres commodités ont été aussi visitées par la délégation. Il s'agit du restaurant, des salles de jeu et de gym, des œuvres saluées par tous. Merci Monsieur le Président Mamadi Doumbouya de nous récupérer le jardin pour avoir que notre enfant veut venir ici pour récréer. Vraiment, nous sommes contents pour Madame la gouverneure parce que c'est elle qui a eu l'effort. Nous voulons effectivement que cela soit élargi au niveau de nos communes, surtout nous les nouvelles communes qui viennent d'être installées. Donc nous ne faisons que remercier Monsieur le Président, Madame la gouverneure, Monsieur le ministre de l'administration et du territoire. L'Association nationale des fanfares de Guinée et des artistes vedettes ont émerveillé l'assistance. Cet investissement des autorités de la ville donne ainsi une autre image au jardin du 2 octobre. Un patrimoine national se trouvant dans le portefeuille du gouvernement de Conakry. Dans le volet inauguration, la nouvelle bibliothèque communale de Cancan, Lanciney Williams, ouvre ses portes. C'est l'un des projets sociaux de l'association des ressortissants et jeunes de Cancan pour promouvoir la lecture publique. La cérémonie a mobilisé les membres du gouvernement, hommes de culture, autres cadres et citoyens du Nabaya. Certaines collections ont été présentées aux invités d'Yamonkaba. Une journée exceptionnelle d'animation, de découvertes et de festivités à Cancan. L'Union sacrée des jeunes de Nabaya apporte ses fruits en dotant la ville hospitalière d'un nouveau réservoir de connaissances. L'édifice est baptisé Bibliothèque Lanciney Williams, deux figures de la littérature guinéenne pour inspirer la nouvelle génération. Son inauguration couvre tous les champs du savoir, proposant des goûts divers à tous les lecteurs. Il s'agit d'un projet né de la reconnaissance d'une dette
celle que chacun de nous ici doit aux livres. À ceux qui nous ont donné des livres pendant nos études, à ceux qui nous ont appris à comprendre les livres, le président de la République, son Excellence générale d'armée Mamadi Doumbouya, est l'inspiration et la force de ce projet. Il a créé le contexte propice et béni le projet de sa conception à sa forme définitive. Ce projet social s'incarne à Baté dans une architecture moderne, des bâtiments R+1 qui s'imposent d'ores et déjà comme des espaces d'accès au savoir pour tous les âges. La bibliothèque Lansinet et Williams est disposée de salles de lecture, de réunions, révisions, polyvalentes et conférences. À la faveur de cette visite guidée, le gouvernement affiche sa volonté politique forte en matière de culture. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a fait de la formation et de l'éducation une priorité nationale. C'est pourquoi il est inscrit comme deuxième pilier de la vision et du programme Simandou 2040, à travers lequel nous travaillons à bâtir un système éducatif solide et innovant, capable d'accompagner la transformation économique et industrielle de notre pays. À côté de la culture, le social s'exprime aussi à Kankan. Mobilisation à Madina autour de la cour du cimetière financée par le CD d'Andiaya numéro 4, ce groupe d'âge qui tient le flambeau de la Mamaya. Les actions de développement d'intérêt social sont sa principale préoccupation pour un Baté émergent. Et disons que le vol des fusibles et le vandalisme sur les installations de l'électricité de Guinée deviennent assez récurrents à Conakry. Face à cette situation déplorable, la direction générale de l'EDG lance une campagne d'information et de sensibilisation des citoyens dans les différentes communes. On fait le point avec Nabi Kamara. C'est une mission d'évaluation des risques et dangers électriques auxquels les citoyens sont exposés dans les quartiers de Conakry. Un phénomène qui, du reste, prend de l'ampleur dans notre capitale. La mission de l'EDG a sensibilisé les riverains des postes de transformateurs sur l'occupation anarchique des sites, le vol récurrent des fusibles et des équipements électriques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux situations. La première situation, c'est le vol des fusibles, le vol des équipements électriques d'EDG qui met tout un quartier, toute une commune dans l'obscurité. Danger d'abord pour les personnes qui volent. La deuxième situation, c'est l'occupation anarchique autour de ce poste de transformateur. Vous voyez, les transformateurs, c'est 20 kV. Et 20 kV, quand ça explose, le danger, il est imminent. Il peut y avoir des pertes des vies humaines. Raison pour laquelle nous sommes là, non seulement on évalue les dangers, mais aussi pour sensibiliser tous ceux qui sont autour. On est là devant des vandalismes sur des équipements du réseau de EDG à la ville ici. Maintenant, on a commencé par le poste Corentin 3. Ici, on est devant le poste qu'on appelle Antrat. Là aussi, ils sont venus enlever 12 fusibles sur des colonnes ici. C'est les fusibles-là qui sont protection du transformateur qui est dans le poste. Des pratiques qui mettent à mal le fonctionnement normal de cette entreprise publique, notamment en matière de fourniture de l'électricité dans les foyers. Moi, j'étais à la maison hier, faire les horreurs. J'ai été appelé par un citoyen en me disant que quelqu'un est venu ramasser les fusibles ici. Donc quand je suis venu, moi-même j'ai constaté les choses. Et derrière ce transformateur, il y avait un trou qui était là, creusé par l'intéressé. C'est là-bas qu'il est rentré et puis il a pris les fusibles et il est reparti. Dans les prochains jours, EDG compte toucher les autres quartiers dans les différentes communes de la capitale et le Grand Conakry. Et nous partons avec ce communiqué de l'Institut national de la statistique, Bureau central du recensement BCR, 4e recensement général de la population et de l'habitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du 4e recensement général de la population et de l'habitation, l'Institut national de la statistique, à travers le Bureau central du recensement, réalisera le recensement pilote sur la période du 30 janvier au 12 mars 2025. Le recensement pilote
pilote est une opération test qui consiste à réaliser à petite échelle tout le processus de mise en œuvre du RGPH4 en vue d'affiner les outils et la méthodologie du dénombrement principal. Cette opération se déroulera dans la sous-préfecture de Kanfarandé, Koba, Tatema, Ganyakali, Doko, Madinaoula, Felokundwa, Dongol-Touma et Besoba. Les communes urbaines concernées sont Ratoma, Dixine, Matam, Boké Centre, Koya Centre, Farana Centre, Sigiri Centre, Mamou Centre, Labé Centre et Yomou Centre. Les équipes de collecte se rendront dans ces zones pour recueillir les informations socio-démographiques sur les ménages. L'Institut national de la statistique invite l'ensemble de la population des zones concernées à faciliter le travail des agents de collecte des données. Ensemble, mobilisons-nous pour le recensement général de la population, signé le directeur général, Dr Makan Doumbouya. Au niveau du budget, plus de 3 400 milliards sont alloués aux populations par l'État guinéen. C'est ce qui ressort du rapport des dépenses fiscales 2023, un travail abattu par le ministère du Budget à travers le Bureau de stratégie et de développement. Plus de détails dans ce reportage de Mohamed Seharsoma. C'est une tradition interrompue depuis 2018, la présentation du rapport des dépenses fiscales. Le ministère du Budget réactive le processus et tient compte de l'année 2023. Une opportunité certes, mais à revoir. Ce qu'il faut pour retenir tout ça est de conserver les dépenses fiscales qui sont utiles et de rationaliser les dépenses fiscales qui ne le sont pas. Mais tout ne peut pas se faire en une année. Il faut procéder à un plan de rationalisation de ces dépenses fiscales, en évaluer l'impact, en tirer les leçons et procéder effectivement aux réformes qu'il faut pour rationaliser les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales sont la contrepartie des renonciations considérables de l'État. Elles couvrent les secteurs notamment le social et les mines. Pendant ce temps, les partenaires du programme Amérique plaident entre autres pour l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est de ce point de vue que les deux autres présentations traiteront du précis de fiscalité de la DGI et de la dématérialisation du processus de certification des opérateurs économiques agréés. Je souhaiterais saluer l'engagement du ministère du Budget et de ses régies de recettes pour la réalisation de ces études stratégiques qui contribueront à la mise en place d'un cadre fiscal et budgétaire mieux adapté aux besoins du pays. Déjà, on note 65 millions de dollars de subventions des produits de large consommation comme le riz et le sucre, pas seulement. Pour 2023, l'État a renoncé à plus de 3 400 milliards de francs guinéens, ce qui fait 15% de nos recettes fiscales et plus de 1,5% du PIB. Donc il était important de montrer à tous qu'est-ce que l'État fait comme effort, ce à quoi il renonce et est-ce qu'en contrepartie il y gagne quelque chose. La nouveauté désormais exige l'avis préalable du ministre du Budget pour tout projet de texte réglementaire à incidence budgétaire. On cite un exemple, les dépenses de personnel ou les exonérations fiscales dans les ministères sectoriels. Dans un autre registre, l'Office guinéen de publicité vient d'organiser la première session annuelle de son conseil d'administration. Plusieurs réformes ont pour l'occasion été adoptées pour redynamiser cette structure publique à caractère administratif. La direction générale s'est engagée à tout mettre en œuvre pour relever le défi du moment avec l'implication de tous. Autre précision avec Carlos Mandialo. Pour cette première session du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité au titre de l'année 2025, un message clé est véhiculé. Tout doit être mis en œuvre pour redonner à cette structure une santé financière à travers une gestion rigoureuse à tout point de vue. Le conseil d'administration, sous la présidence du conseiller personnel du chef de l'État, a ainsi apporté son soutien à la nouvelle direction générale et partagé des orientations nécessaires pour relancer l'OGP. Tout le conseil d'administration s'est mobilisé dans le cadre de cette première session de notre conseil d'administration. C'était autour de la validation du budget de l'entreprise, mais il était aussi question de faire passer des messages importants à la nouvelle direction générale pour redresser cette entreprise qui a besoin d'être redressée, de répondre aux attentes du chef de l'État, des citoyens guinéens
et décliner vraiment la vision que nous voulons d'une gouvernance améliorée et renforcée au sein de la structure, mais surtout de faire en sorte d'éliminer toutes les poches de dépenses qui ne sont pas nécessaires. Le conseil d'administration a approuvé le budget de fonctionnement de l'OGP à hauteur de 62 milliards de francs guinéens et autorisé le déroulement du plan d'action de l'Office qui prévoit notamment de vulgariser la loi sur la publicité cette année. Pour réduire les charges financières, le personnel non indispensable va être mis à la disposition de l'État, des mesures pour serrer la ceinture et marquer la rupture. Nous allons surtout retrousser les manches pour que nous construisions, main dans la main avec le CA, un nouveau départ pour l'OGP, pour les travailleurs de l'OGP et pour cette SA qui va, à partir de cette année, recommencer à contribuer à travers la fiscalité, qui contribue donc au développement de la Guinée et à son économie. Le conseil d'administration de l'OGP entend faire un suivi régulier de la mise en œuvre des réformes adoptées pour redresser l'OGP. Prochain rendez-vous dans 3 mois. Et puis les fils et filles ressortissants de la Basse-Guinée étaient réunis ce matin autour de la promotion de la paix du vivre ensemble. C'était également l'occasion pour eux de saluer les efforts du chef de l'État en plus d'adhérer à ses idéaux de refondation. Mamadi Gassama, compte rendu. Réunis en communion d'idées au sein de la structure Basse-Guinée pour l'unité et la paix, ces filles et fils, à travers cette rencontre, témoignent de leur engagement et leur détermination à souder et renforcer leurs liens de cohésion et de fraternité. L'objectif recherché, c'est l'unité de la Basse-Guinée. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des problèmes ici et là, mais on ne va pas les énumérer ici. Ce qu'on a vu aujourd'hui n'est que le début d'une longue marche que nous sommes amenés à faire. Nous allons travailler dans ce sens avec l'appui du ministre des Finances, assister ou accompagner de ses principaux collaborateurs, même de ses collègues ministres qui sont ressortissants aussi de la Basse-Guinée. Les bénédictions qui ont suivi montrent que la Basse-Guinée, la communauté de la Basse-Guinée, nous voudrions désormais vivre ensemble la main dans la main. Cette retrouvaille s'annonce donc comme une opportunité pour développer une feuille de route allant dans le sens d'une unité d'action qui puisse amorcer l'élan de développement tant souhaité par les autorités. C'est un bon départ, c'est une très bonne chose. C'est rare, c'est inédit de le faire, que les filles et les fils d'une communauté de la région de la Basse-Guinée se retrouvent pour parler le même langage, pour s'entendre et pour s'unir pour le pays. Au-delà des filles et fils de la Guinée entière, que l'union sacrée entre les filles et fils de la Basse-Guinée se consolide davantage, que l'union sacrée entre les filles et fils de la Guinée entière se consolide davantage, qui est la paix, qui est le bonheur et qui est le bon vivre pour toute la Guinée entière. Le ministre de l'économie et des finances attache du prix à l'initiative. Il n'y a pas de développement sans une unité, il n'y a pas de développement sans une entente, il n'y a pas de développement sans une harmonie. Et cette harmonie commence au niveau donc des communautés. C'est une fierté en tant que fils de la Basse-Côte de venir passer le message au nom de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, un message d'unité et d'action solidaire sans lesquelles aucune œuvre de développement ne peut être réalisée. Des prières ont été dites en faveur de l'entente et la cohésion de tous les filles et fils de notre chère patrie. Par ailleurs, le déguerpissement enclenché il y a un moment par les autorités guinéennes pour libérer les grandes artères tarde à porter fruit. Dans les communes de Ratoma et de Matoto, le phénomène persiste. Partout, les voiries sont occupées par des encombrants physiques, chose qui ne contribue guère à redorer l'image de la belle Guinée. C'est notre grand format de ce soir et il est réalisé par Moner Barry. La capitale guinéenne, autrefois considérée comme la perle de l'Afrique de l'Ouest, et de nos jours frappé par l'occupation anarchique des artères publiques et des encombrants physiques. En dépit de nombreuses campagnes de déguerpissement
et des sensibilisations menées pour stopper la pratique, certains occupants continuent de faire la sourde oreille. Il y a des gargotes de fortune par-ci, des parcs automobiles sauvages par-là ou encore des épaves de véhicules. L'occupation des parcelles au niveau de Koloma, Bessia et Madina, vraiment les citoyens souffrent tellement. Elles viennent, il y a les femmes vendeuses, il y a les étalistes, elles viennent occuper toutes les passerelles. Bon, tu ne peux pas passer, il y a des accidents des fois. Les passerelles que nous avons aujourd'hui sur l'autoroute ou sur la route Prince, actuellement il y a des gens qui prennent ça pour les lieux de commerce, qui empêchent même des usagers de pouvoir entamer ce passerelle-là. Donc là, au niveau de Bessia, on peut pas en dire beaucoup parce que c'est devant tout le monde. De Matoto à Sonfonia, en passant par Bessia Rond-Point jusqu'à Madina, c'est une véritable anarchie malgré les efforts et l'énergie déployés par le gouvernement et les autorités locales. Ça c'est bon pour la santé et la circulation, c'est-à-dire tu peux passer tête libre et en sécurité. Les passerelles préparent, ils passent en piéton et sécurité. Normalement les voiries à part et les choses à part. Donc ça ne peut pas créer les voiries. À la rentrée des ronds-points, au carrefour, où les rues, les trottoirs sont occupés de façon très anarchique. À des endroits, nous pouvons voir même des véhicules abandonnés qu'on amène directement de l'Europe qui ne marchent pas. On sait bien que ça ne marche pas. On l'abandonne en bordure de route, ce qui n'est pas normal. Ou bien des tabliers qui ont complètement pris en otage les trottoirs. Il n'y a plus de trottoirs piétons à certains endroits. C'est très dommage. Et la beauté d'une ville ou d'une rue, c'est effectivement les trottoirs. Pour promouvoir la sécurité en milieu urbain et la fluidité de la circulation routière, le gouvernement guinéen a réalisé d'importants travaux. Il s'agit par exemple de passerelles construites ça et là, sans oublier les espaces verts pour redonner à Conakry son image d'antan. C'est des mauvais comportements que les gens doivent accepter de vendre dans le marché et la route est faite juste pour les engins roulants. Bien sûr, il y a la complicité de certains meurtres parce que même si l'État les enlève aujourd'hui, 2 jours après, elles reviennent. Concernant Anta ici, ils ont pu sensibiliser des gens qui n'arrivent pas à s'installer là-bas, mais peu de gens utilisent ce passerelle pour traverser la route. Tandis que c'est très risquant de traverser la route avec des véhicules qui passent à côté, d'autres peuvent freiner, mais le frein ne peut pas prendre tout d'un coup comme ça. Les artères sont anarchiquement occupées et les passerelles sont transformées en lieux de négoce par des vendeurs ambulants et autres étalagistes. Une situation qui ne reste pas sans conséquences. Les piétons les traversent difficilement. Parfois, ils sont obligés de pratiquer la chaussée, occasionnant des accidents mortels et des embouteillages interminables. Mais quand on ne se rend pas compte, on ne connaît pas à quoi ça sert, je crois que c'est ce qui fait que ces lieux sont envahis par les tabliers, les commerçants, même la rue, parce que nous voyons entre les véhicules, n'est-ce pas, des femmes qui vendent des choses n'importe comment, ce qui est très dangereux pour leur vie. Il faut beaucoup de civisme. Il faut qu'on s'implique, que l'on accepte de changer dans ce pays, qu'on accepte que les mentalités changent. La pratique est de plus en plus perceptible à Ratoma et Matoto, par exemple, en violation flagrante du code foncier domanial ou encore du schéma directeur de la ville de Conakry. Ce soir, nous nous intéressons aux enjeux liés au bitumage de la route nationale Dinguiraï-Bissikirima, un chantier qui va nettement contribuer à désenclaver certaines sous-préfectures de Dinguiraï et de Dabola. Aboubakar Diaby, Foudé Camara. Ces dernières années, de vastes chantiers de désenclavement sont ouverts par les autorités du CNRD sous l'égide du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. À Dinguiraï, ces efforts sont vivement salués par les populations, des populations très réconfortées par la bonne nouvelle du projet de bitumage de la route nationale numéro 30 qui relie Bissikirima à Dinguiraï. Depuis la prise de responsabilité par nos forces de défense et de sécurité à sa tête, Mamadi Doumbouya,
notre pays a connu des changements majeurs. Et ces changements-là sont basés sur 5 piliers, à savoir la refondation, la rectification, le repositionnement, le rassemblement et le redressement. Dans la refondation, notre préfecture d'Ingrey, nous avons appris que la route Bisikrima, en passant par Dialakoro, Farabana, jusqu'à Dingrey-San, sera bitumée. Quelque chose qui est historique dans notre pays ou pour la population de Dingrey. Historique, pourquoi? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre sous-préfecture Bisikrima Dingrey n'a jamais connu une goutte de goudron. Réalisée depuis la période coloniale, cette route nationale contribue à revitaliser les transactions économiques entre les localités des préfectures de Dinguira et de Dabola. Des localités comme Dialakoro, qui sont des zones à fort potentiel agricole, avec un marché hebdomadaire qui draine du monde pour des échanges transfrontaliers. Les populations riveraines de cette route ne font qu'avaler la poussière. Et si on a la chance d'avoir le goudron sur le tronçon, ça nous arrange beaucoup. Le grand marché que vous voyez là est fréquenté par les véhicules des différentes préfectures de la République et ensuite les républiques qui nous entourent, à savoir le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. Le bitumage de ce corridor de 80 km va permettre de désenclaver 5 sous-préfectures, 3 de Dinguiraï, dont Dialakoro, Kalinko et Seluma, et 2 de Dabola, Bisikrima et Kankama. En tout, de nombreux villages qui ont des difficultés pendant les marchés hebdomadaires à drainer leur production vers les grandes villes. Nous remercions le président de la République et son gouvernement. Depuis un temps de colonie, la route 80 km entre Bisikrima et Dinguiraï. Nous souhaitons de goudronner cette route, mais Dieu n'a pas voulu. Mais bientôt, le président, un président très dynamique, un président très efficace, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, qui nous prend et qui nous promet encore, je crois bien, et on est sûr qu'il va réaliser, qu'il va goudronner cette route préfectorale entre Dabola et Dinguiraï. Pour un développement équilibré, le désenclavement de ces grandes zones de production est un facteur accélérateur de croissance des projets d'infrastructures routières susceptibles de réchauffer l'économie rurale. Lutte contre la drogue en Guinée. Au niveau de la justice, un procès criminel s'ouvre au tribunal de Mafanko. Parmi les 10 affaires programmées, 9 sont des cas de trafic international de cocaïne. Les accusés sont guinéens et étrangers. Tous comparaissent à la barre pour donner leur version des faits. Kierno Younoussaba. Ils sont une dizaine à comparaître devant le tribunal criminel de Mafanko. Parmi eux, 9 sont poursuivis par le ministère public pour trafic international de cocaïne. Les faits remontent dans la plupart des cas à 2024 pendant des opérations de saisie à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. La quantité incriminée avoisine les 200 kg de cocaïne. Il y a eu beaucoup de saisies au niveau de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, soit au départ, soit à l'arrivée, sur certains de nos compatriotes et des étrangers. Donc aujourd'hui, si on peut estimer, la quantité peut aller jusqu'à 195 kg de cocaïne. Donc devant cette situation, sous la houlette de Monsieur le Président du tribunal de Mafanko, on a jugé nécessaire de regrouper tous ces cas-là pour pouvoir les passer au peigne fin. Même pas dans le cadre de la drogue, mais il faudrait que toute personne interpellée qui se trouve à la maison centrale puisse connaître son sort. Vous ne pouvez pas être là indéfiniment. Alors voilà pourquoi ça nous réjouit l'ouverture de ce procès. Une étape cruciale est donc entamée dans la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dit toute la volonté du gouvernement à débarrasser la Guinée de ces stupéfiants. Ce rôle comporte 10 affaires criminelles, dont une seule affaire de tentative de viol et 9 cas de trafic international de drogue, précisément de la cocaïne.
Vous comprendrez alors l'importance de cette lutte dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui tient à ce que la société guinéenne soit débarrassée de ce fléau destructeur. Le tribunal va examiner toutes les affaires inscrites au rôle, y compris l'unique cas de viol programmé à la faveur de ces audiences, ce qui marque un tournant décisif dans le combat contre la criminalité et la délinquance dans la cité. Sport pour boucler cette édition, la nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de basketball organise sa coupe nationale entre 8 ligues régionales du pays. La compétition se déroule du 27 janvier au 2 février en série filles et garçons. Elle s'inscrit dans le plan d'action annuel de la FEGIBA dans le cadre de la relance de ses activités. Ousmane Kamara, Abdoulaye Diallo. Quand la passion du public et la motivation des athlètes se retrouvent, l'ambiance s'empare de la compétition. La Coupe nationale de basketball 2025 sonne comme un déclic pour les adeptes et les acteurs de la balle orange en Guinée après tant d'années de disette. On a décidé d'organiser cette coupe afin de regrouper toute la famille du basketball à Conakry pour vraiment lancer les activités, officiellement les activités du basketball. Et l'objectif c'est ça, c'est de développer le basketball sur l'étendue du territoire, pas à Conakry seulement. Pendant une semaine, les 28 clubs séries filles et garçons des 8 ligues régionales seront dans une saine émulation dans l'espoir de triompher. Pour la journée inaugurale, 3 matchs sont à l'affiche. Mazik Basket Club en filles et garçons commence en fanfare et domine respectivement le Milo Basket Club de Cancan 70-18 et Gamal Université Club 67-41. L'équipe de Bokeh prend le dessus sur celle d'Arsif de Fria 44-30 et devient la première équipe de l'intérieur d'accéder au second tour. La Guinée regorge de talents énormes et je pense que tout est en train d'être mis en place pour que des résultats escomptés soient effectivement vus dans les mois à venir, pour ne pas dire les années à venir. Nous sommes très satisfaits parce que cela occupe sainement la jeunesse et vous sentez qu'ils avaient besoin de cet engouement, les cris et la joie de se retrouver, tout le pays se retrouver. C'est une joie pour nous que le basket reprenne. Nous voulons profiter donc pour féliciter la Fédération guinéenne de basketball et qui a vraiment travaillé pour reprendre le chemin. Remercier tout un chacun. Au soir du 2 février, on saura lesquels des 28 clubs en filles et garçons brandiront le trophée de cette Coupe nationale de basketball. Ainsi s'achève ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. De mon côté, la joie fut immense de vous servir cette semaine. On se dit à très vite sur la RTG. Si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien, prenez soin de vous. Et n'oubliez surtout pas que la Guinée est notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.